Bienvenue sur le podcast d'Agora, Demain de Bottes, pour assouvir votre curiosité de coopérateur engagé. Je suis Honorine, responsable communication au sein de la coopérative. Et quand je discute avec vous, les questions de transmission et de transition sont toujours présentes. Alors cette fois-ci, je prends mon micro, restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes et une dose d'inspiration pour naviguer dans ce paysage agricole en constante évolution. Aujourd'hui, nous partons en Pays de France à la rencontre d'un duo plutôt complice, Frédéric et Paul, père et fils, tous deux agriculteurs, qui ont su transformer la transmission de l'exploitation en une véritable opportunité de transition. Ce qui m'a marqué dans notre discussion, c'est la force du binôme entre Frédéric, le papa, riche de son expérience, qui reste pleinement engagé aux côtés de Paul, qui insuffle une dynamique nouvelle et une vision un petit peu, quelque part, élargie du métier. Ensemble, ils avancent, ils testent, s'adaptent, ils sont en mouvement et ils suivent leurs intuitions tout en restant à l'écoute de leur entourage. Dans cet épisode, vous entendrez une discussion de passionnés où il est question de transition vers l'agriculture de conservation des sols, d'organisation avec la création d'une ETA et de transmission familiale qui permet de prendre des décisions avec lucidité et un brin d'ambition. Un vrai dialogue entre générations que je vous invite à écouter jusqu'au bout. Bonjour Paul, bonjour Frédéric. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire où nous nous trouvons aujourd'hui ? Bonjour, donc Frédéric Ponfard, je suis agriculteur à Vallengoujard. C'est une commune qui se situe entre Pontoise et Méru, dans le Val d'Oise. Du coup, on est à une dizaine de kilomètres de ces deux petites villes. Voilà. À toi, Paul. Paul, du coup, je suis le fils de Frédéric. Donc, je suis revenu tout récemment sur la ferme, depuis 1 an maintenant. Et avant, j'étais technico-commercial chez Agora. Et là, du coup, on est dans le bureau de l'exploitation, c'est ça ? C'est ça, ouais, avec vue sur les hangars. Donc, Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation dans laquelle on se trouve et puis peut-être un petit peu ses particularités ? Du coup, on est sur une exploitation de 250 hectares. On est en ACS depuis 5 ans. On fait du blé, des betteraves, des pois, du colza. C'est tout, j'ai pas oublié du maïs. Voilà, principalement. Et on a une ETA, du coup, où on fait des prestations pour une autre exploitation principalement. Oui, puis on a d'autres clients où on fait plus de la prestation au coup par coup. Donc on va dire qu'on exploite environ 900 hectares sur l'ETA avec notre ferme comprise dedans. Voilà, après, toi tu étais en non-labour depuis 25 ans. Oui. Donc l'ACS c'était un peu la continuité de l'évolution de la ferme, quoi. Oui, on va en reparler. Merci Frédéric. Et toi, du coup, Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et puis dans quel contexte s'est passé ton retour à la ferme ? Alors, du coup, avant, on exploitait 250 hectares à la ferme. On a eu une évolution assez récente qui date d'il y a environ 3 ans où on a repris la prestation d'une ferme de 400 hectares. Donc, tout de suite, une charge de travail plus importante. Avant, papa, il avait un salarié, donc il travaillait à 2 à plein temps sur 250 hectares, puis après 650. Ce salarié est parti, donc moi je suis revenu sur la ferme il y a 1 an maintenant pour combler le salarié qui est parti. Avant j'ai fait 8 ans chez Agora, juste après mes études que j'ai fait en alternance chez Agora aussi, hein, c'était mon premier emploi jusqu'à maintenant, et je suis revenu sur la ferme au bout d'1 an, d'il y a 1 an maintenant, un peu par opportunité, puis pour aider papa. Ouais, puis moi, j'avais pas trop le choix, quoi. Soit fallait que tu reviennes, soit fallait retrouver un salarié, quoi. C'est ça. Donc le choix, ça a été que je revienne sur la ferme. Très bien. Et du coup, quelle a été ta formation avant ? Alors moi, j'ai fait un bac STAV, ensuite j'ai fait un BTS production végétale et j'ai fait ma licence à l'ESA d'Angers en alternance chez Agora. Et ils ont bien voulu me garder, du coup. Paul, tu l'as dit, tu es revenu il y a moins d'1 an. Du coup, Frédéric, à quoi est-ce que tu es particulièrement attentif depuis le retour de Paul ? Qu'est-ce qui te paraît important dans la transmission entre vous deux ? Disons que déjà, Paul, il était quand même présent sur la ferme avant. Il suivait déjà bien les champs.
mais il n'utilisait pas trop le matériel, juste pour nous dépanner. Mais là, aujourd'hui, je serais plutôt attentif à la sécurité, à prévoir le mieux possible le matériel pour lui, puis qu'il apprenne de façon sécurisée, quoi. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien entre vous. C'est pas toujours le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui marche ? Déjà, moi, je suis hyper content de bosser avec mon fils. Donc ça, c'est une chance. Parce que je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles, forcément. Donc après, bosser ensemble, je dirais ce qui marche chez nous, c'est qu'on a quand même chacun nos spécialités. Du coup, Paul, il avait son côté technicien agricole, parce que déjà avant, quand il travaillait chez Agora, c'était mon technicien, donc ça, c'était déjà sympa. Là, aujourd'hui, du coup, il reste de toute façon avec la partie prévision dans les champs, les tours de plaine, même si j'aime bien qu'on les fasse ensemble, c'est lui qui prend la majorité des décisions. Voilà, donc il y a ce côté-là où lui, il est fort, et puis moi j'ai le côté l'expérience du matériel, où là, j'ai de l'expérience, quoi. Voilà. Oui, on va dire, on est assez complémentaires. Après, et puis on s'entend très bien aussi, ce qui aide, parce que des fois c'est aussi ça. Des fois on s'entend bien comme ça, mais dans le travail, c'est pas forcément facile de s'entendre. Et puis nous, on s'entend bien à la fois dans le travail et puis à la fois dans le perso. Donc ça, c'est super sympa. Ça fait peut-être quelque temps déjà que vous préparez la transmission. C'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, nous, c'est un sujet qu'on a toujours parlé, même avant moi avec mes parents, parce qu'il y avait une partie qui pouvait être un peu compliquée. Donc on a toujours géré ça en aval avec mes parents, et heureusement. Et même avec mes enfants aujourd'hui, je veux faire les choses bien, et on a même déjà commencé à le faire, sachant qu'aujourd'hui j'ai 57 ans. À 50 ans, on a commencé déjà à faire une partie de la transmission, quoi. Si on veut que ça coûte pas trop cher, quoi. Je voulais ajouter un truc, c'est que du coup dans notre équipe, il y a un truc qui est très important, c'est que ma femme, elle est comptable, et puis du coup elle aussi, elle participe dans l'exploitation, même si elle travaille pas sur l'exploitation, mais elle participe dans l'exploitation beaucoup en termes de gestion. Là, c'est sa partie à elle, par contre. Donc je dirais à nous trois, on fait une équipe solide, je pense. Et donc vous l'avez dit, vous exploitez la ferme en ACS, donc agriculture de conservation des sols. Pourquoi avoir fait ce choix ? Du coup, pourquoi on est passé en ACS ? Du coup, on est passé en ACS il y a 5 ans. Il y a la moisson d'il y a 6 ans, à vrai dire, on a eu un déclic avec mon fils. À la moisson, on s'est retrouvé dans un champ où d'un côté, énormément de raies gras, il y avait 30 quintaux de rendement, et puis de l'autre côté, la parcelle, elle était propre, et on était à 100 quintaux. Et puis, du coup, là, on s'est dit, il y a un problème, il faut qu'on cherche une solution. Sachant que moi, avant, du coup, j'étais en TCS, mais du coup, je grattais quand même pas mal la terre, un travail profond, même s'il n'y avait plus de labour. Mais du coup, je pense que j'avais quand même sali mes parcelles sur sur une profondeur importante. Et du coup, le fait de passer en ACS, ça nous a permis de regarder les choses d'une autre manière. On va dire, on a fait déjà de l'ACS d'abord pour le désherbage, parce qu'on était arrivé à un point de non-retour. Dans des parcelles, ça ne nous convenait pas, puis c'est démoralisant quand tu vois une parcelle, comme tu dis, qu'il y a 70 quintaux d'écart, alors que c'est des terres à plutôt bon potentiel. Là, tu perds de l'argent. Et puis tu sais que ça ne s'améliorera pas si quelque chose ne se passe pas, parce que le salissement, ça ne se gère pas en 1 an ou 2, donc c'est du long terme. En gros, on avait 2 choix, soit on remettait une charrue là-dedans, puis on labourait presque de manière intensive, mais ça, pour nous, c'était presque inconcevable, parce que pour moi, c'était pas l'évolution de la ferme. On a quand même des sols qui étaient assez vivants et assez fertiles, même s'il y avait une problématique de salissement. Donc, pour nous, la solution, il n'y en avait qu'une, c'était l'évolution vers l'ACS. D'abord pour gérer le désherbage, puis après on a l'aspect agro, l'aspect vie du sol qui nous a toujours plu, donc c'était pour nous un peu une évolution de notre TCS qu'on faisait un peu avant, quoi. Oui, parce que même en étant en non-labour, je faisais quand même beaucoup d'engrais verts avant d'être en ACS, et puis on épandait beaucoup de compost aussi.
Donc là, on a levé le pied parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais avant, je faisais pas mal de compost. Et vous avez passé toute la ferme d'un coup. Vous n'avez pas fait petit à petit. Non, bah ça, du coup, moi, quand on commence à réfléchir à ce système-là et puis à investir dans un semoir qui coûte cher quand même, moi, je voyais mal de travailler à moitié avec des. Puis ça oblige On a investi. Après, on s'est lancé à fond, oui, pas partiellement en tout cas. Puis après, ça oblige à garder des fois deux matériels. Donc, puis bon, nous on y croyait. Donc, quand on y croit, on va pas garder une charrue, une rotative, des chômeurs lourds. Après, faut faire des choix. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Après, on avait étudié notre truc pour faire une transition à 100%. Puis bon, à 50%, je sais pas comment on aurait fait, parce que comment on peut choisir, celle-là on le fait, celle-là on le fait pas. Enfin, à la limite, c'était même pas une question. Nous, c'était tout ou rien, on va dire. Et à deux, ça vous a peut-être boosté aussi pour faire ce choix? Pour prendre la décision, oui, ça c'est sûr, mais de toute façon, moi je pense, c'était évident pour nous deux de passer à 100% en ACS. Et puis après il y a aussi le passage ACS, c'est que à l'époque, moi je faisais du terrassement et on est passé en ACS en prenant un semoir beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on avait besoin, mais j'avais besoin de dégager du temps pour la partie terrassement. Donc il y avait ce choix-là aussi qui était là à ce moment-là. Le but, il y avait aussi, on va dire, on est rentré d'abord par l'aspect désherbage, mais il y a aussi eu l'aspect pour se dégager du temps, parce que l'air de rien, on gagne du temps malgré tout à comparer à une technique conventionnelle. On a besoin de moins de personnel parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une personne qui passe avant pour semer, pour faire tout ça, donc on est assez indépendant. Des fois, si on se retrouve à travailler tout seul à certaines périodes, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis oui, pour le terrassement, toi, ça permettait de gagner un petit peu de temps sur ces aspects-là. Puis être plus efficace au moment où il fallait vraiment être dans les champs. Si des fois, je dirais, il n'y avait qu'une personne qui était dans les champs, il avait du bon matériel pour aller assez vite. Parce qu'avant, avec mon salarié, du coup, c'était presque lui qui était plus dans les champs et moi, j'étais plus sur les chantiers. Mais en gros, moi j'étais à plus de 50% de mon temps sur les chantiers de terrassement, que je gérais de A à Z. Donc il fallait que je m'occupe de mes matériaux, de mes devis, et puis de suivre les chantiers, quoi. Donc le fait d'avoir du matériel performant et puis qu'on puisse faire quand même notre travail en temps voulu, c'était important. Vous avez parlé du sémoir, je crois que c'est un peu l'achat phare quand on se lance en ACS. Comment on choisit justement le bon semoir pour se lancer? Moi je me rappelle, on avait été voir une démonstration de semoir, c'était à Agora, et je sais plus, du côté de Méru ou quelque chose comme ça, ou un peu plus loin. Et puis du coup, il y avait tout un tas de machines exposées et puis qui fonctionnaient sur le terrain. Et ce qui nous avait plu, du coup, c'était sur l'Avatar. C'était une machine qui bougeait peu le sol. Et du coup, si on bougeait peu le sol, on réveillait pas trop les raies gras. Et du coup, notre choix il s'est porté sur ce semoir-là. On avait toujours cet aspect désherbage. Donc la démo, c'était pas mal. On regardait beaucoup le foisonnement de terre. On se disait, là, on voit bien la terre, on voit que ça bouge moins. Donc on va dire, là, nous, on est arrivé pour le désherbage. Après, dire que c'est le bon semoir qu'on a pris, pour nous, c'est le bon dans l'optique qu'on avait à ce moment-là. Ouais. Après, on a rencontré d'autres problèmes derrière. Maintenant, on a plein de semoirs, donc on arrive à s'adapter un petit peu à tout. C'est un peu le problème, c'est que à la place d'avoir plein d'outils de travail du sol comme un agriculteur en conventionnel, c'est vrai qu'en ACS, il faut bien 1, 2, voire 3 semoirs si on veut un bon monograine. Mais ça nous permet d'être hyper polyvalent. Maintenant, on a un semoir à dents. C'est ce que je dis tout le temps. Avant, pour donner un exemple, quand on n'avait que notre semoir à disque, on s'embêtait un petit peu. On retirait les pailles pour semer nos colzas.
quand on fait de l'ACS, c'est un petit peu dommage de retirer les pailles parce que c'est comme si on retirait de la matière pour nourrir notre sol. Donc, mais bon, au début, il faut bien démarrer avec un semoir. Donc, on trouvait des solutions. On s'embêtait un peu des fois s'il fallait s'embêter. Et puis, quand on a pu, on a investi dans un autre semoir lié aussi avec l'ETA et la reprise de plus grosses surfaces qui nous a permis de prendre tous les semoirs qu'il nous fallait pour être le plus polyvalent possible. Oui, c'est sûr que la ferme qui est arrivée en prestation totale, ça nous a permis pour moi d'arrêter le terrassement. Et puis de me concentrer à 100% sur la ferme, parce que c'était bien, j'ai fait quelques années de terrassement, mais là, ça va, c'était quand même pas si facile de faire du terrassement, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis toute l'année, il n'y avait pas de temps mort. Alors que là, en agriculture, même si on a des grosses périodes, au moins j'arrive l'hiver quand même, c'est un peu plus calme, les mois de juin c'est un peu plus calme, les mois de septembre c'est un peu plus calme. Donc ça permet quand même d'avoir des moments pour souffler. Donc ce côté-là est pas mal. Et le passage au semi-direct, là, on vient de connaître une campagne qui était assez compliquée au niveau pluviométrie. Est-ce que, notamment à l'automne 2023, vous avez remarqué une différence, justement, grâce au passage en semi-direct ? On va dire on ressort de 2 années où on a eu des automnes très compliqués. Donc, nous, on s'en est plutôt pas mal sorti. Après, on a une grosse force de frappe que je dis parce qu'on a un semoir à disque, on a un semoir à dents maintenant. Donc des fois, quand on peut se mettre avec les 2 semoirs, on arrive à être rapide et efficace. Mais malgré tout, faut pouvoir prendre l'opportunité. Quand il faut semer, il faut semer. Je dirais qu'à l'automne, il faut être plutôt en avance. Quand au printemps, il faut être plutôt patient parce qu'on a des sols au printemps qui mettent un petit peu plus de temps à ressuyer. Par contre, à l'automne, faut être plutôt efficace. Si tout est semé au 10 novembre et que le semoir il est rangé, c'est très bien, quoi. Ouais. Mais c'est pas arrivé dernièrement. Après, nous, on y a toujours réussi. Il n'y a qu'en 2023 où sur les peut-être 400 hectares de blé qu'on sème, on a dû labourer 10 hectares derrière betterave. Mais bon, quand on fait ça nous embête un petit peu parce qu'on n'a pas de charrue sur notre exploitation, donc on demande à un voisin de nous le faire. Bon, après, on n'est pas opposé si vraiment il n'y a pas le choix. Et puis si le travail de l'arracheuse, c'était la cata, on n'est pas non plus... on n'a pas des œillères et puis on dit je laboure pas ou si on a déjà fait et à ce compte-là ce qu'on fait c'est qu'on met pas de blé ou on dit on fera du maïs, on reprendra ça tranquillement au printemps, mais en tout cas on y a toujours réussi, donc avec des automnes compliqués comme ça, je pense que c'est plutôt positif. La norme, on va dire, sur les 10 dernières années, avant il faisait tout le temps sec, donc ça va revenir, hein. Faut relativiser. Et puis je pense que celui qui a peur à cause de la météo, c'est un petit frein, parce que je pense que c'est pas la norme, hein. Là on a eu 2 années compliquées, mais on va retourner sur un peu de normalité, je pense. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand même aux chantiers de récolte. Si les chantiers de récolte, je dirais, il ne faut pas absolument récolter si les conditions ne sont pas bonnes, parce que derrière, là, ça ne marchera pas avec les semoirs de semi-direct. Sinon, après, oui, il faut carrément changer notre fusil d'épaule, mettre une culture différente, refaire un travail un peu plus profond, un décompactage, parce que là, il n'y a pas le choix, hein. Oui, c'est un tout, en fait. Une fissuration, quoi, mais il n'y a pas le choix. C'est un tout. C'est comme des fois on fait des prestations individuelles dans d'autres exploitations où on gère pas tout de A à Z. Des fois le semi-direct il se passe pas bien mais en fait c'est pas le semi le problème. On se retrouve avec des parcelles voisines des nôtres, semées presque 1 ou 2 jours après, avec des résultats complètement opposés. Souvent ce qu'on voit, typiquement ce que les gens ils aiment bien ou ils sont étonnés des fois, c'est les blés de maïs en semi-direct. Et puis ils disent eux ils sont bloqués, il fait un peu humide, ou alors ils sont bloqués, ils se disent tu peux me semer ça en direct parce que ils nous voient y faire chez nous. Ouais, et puis ils ont plus trop de solutions. Sauf que nous on va mettre le semoir là-dedans, puis déjà on voit que tout ça fait vachement plus. Mais j'ai labouré le maïs. Ah ok, et puis Puis il a roulé partout avec les remorques pleines dans le champ, donc il y a des traces partout. Donc en fait on sème, mais souvent
même quand on a fini de semer, on sait que ça se passera pas forcément bien. On va dire c'est un tout. On peut pas faire du semi-direct ou de l'ACS en one shot. Faut que ça soit bien préparé, ou faut que la récolte soit bien anticipée, ou faut que le maïs d'avant il soit pas labouré, ou les betteraves, parce que le sol, dès qu'il y a un labour, un an après, il est tout Il est mou. encore mou. Ouais. Que nous, on a des sols en semi-direct qui ont tendance à se raffermir. Il n'y a pas de tassement, mais on va dire ils sont plus fermes. Plus meubles peut-être. Ouais, c'est ça, mais Plus ferme par le portent système bien. racinaire aussi, contre, parce qu'il y a plein de racines dans le sol. Et oui, c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça qui tient mieux le sol aussi. Donc, bon, après, c'est pour ça, nous on fait de l'ETA en faisant que du semi-direct, mais des fois, c'est pas forcément bien de faire que du semi-direct par-ci, par-là. Souvent, on est déçu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir sur un tout, sur une rotation, sur des fois plusieurs années. Celui qui a un champ archi propre, pourquoi il va aller remettre un labour pour semer son maïs? Bah non, à la limite, continue, bouge pas ta terre, c'est propre. Et puis ça va s'améliorer, quoi. Justement, sur l'aspect des herbages, on a pas mal parlé de semi-direct, mais là, tu as mentionné la rotation. Ça a été une réflexion chez vous, là seulement? Oui, ça complètement, parce que déjà avant, on faisait pas de maïs, donc ou très peu, parce que déjà, j'avais pas le cueilleur, donc j'avais tendance à me dire, bah ouais, mais moi, je suis obligé de faire appel à une entreprise alors que j'ai ma moisse-batte. Donc du coup, le raisonnement, c'était, on fait pas de maïs. Sauf que du coup, ça nous limitait pas mal. Et depuis qu'on a rentré le maïs dans la rotation, c'est sûr que ça joue énormément. Il y a l'ACS, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a la rotation qui a changé. En fait, le maïs, c'est une plante, c'est un atout énorme pour le désherbage, peu importe le système. Et en plus, c'est une culture qui va encore mieux dans nos systèmes d'ACS, parce qu'on a tendance à monopoliser la matière organique sur les 5-10 premiers centimètres. Et le maïs, il adore la matière organique. Donc on voit qu'on fait des super récoltes de maïs depuis qu'on a des sols qui commencent à répondre un peu. Et depuis ces 2-3 dernières années, on voit que le maïs, c'est une culture qui va super bien dans le système. Ça, c'est des cultures qui se sont bien intégrées. A contrario, en betterave, on a un peu diminué. En plus, la conjoncture betterave, elle n'était pas forcément bonne. Donc voilà. Puis comme on était plus tourné vers le sol, quand on voyait les récoltes de betterave, on avait toujours tendance à un petit peu se dire ouais, bon, si on continue avec nos 50 hectares de betterave, bah, quand tu fais 50 hectares de betterave, ils sont jamais tous récoltés en bonnes conditions. Quand on fait plutôt 10-15, on va dire, il y a plus de chances que ça se passe bien. Même si c'est pas dit que tous les ans ça se passe bien. Parce que... Mais la betterave en ACS, du coup, c'est possible, c'est pas un mythe. Ah oui, ça se fait. Bah, moi, ça fait 25 ans que... Ah non, pas ah oui, en ACS, oui, ça se fait. Mais en tout cas, en non-labour aussi. Parce que même ça, il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'il faut absolument labourer pour faire des betteraves. Tu as parlé de la matière organique. Justement, je me posais la question avec le recul que vous avez, tant sur votre ferme ou la ferme que vous avez en Presta. Est-ce que vous avez des observations à nous communiquer avec le recul que vous avez? À vrai dire, là, nous, on n'a pas encore assez de recul sur notre ferme parce qu'on a fait des analyses de sol de toutes nos parcelles il y a 5 ans, au moment où on s'est dit, hop, on passe en ACS à 100%. Donc, on a fait des analyses de sol partout, puis on s'est dit, on va en refaire un peu plus tard. Donc, mais là, on n'en a pas encore refait, donc c'est encore un peu tôt pour... Oui, mais même en faisant des profils. Après, je pense que la matière organique du sol, elle a mis du temps à augmenter. Après, ça dépend des types de sol, ça dépend de plein de choses. Mais dès qu'on fait un profil, on voit qu'il y a ces 5-10 cm de terre qui marquent vachement plus, qui sont vachement plus foncés, de par l'accumulation de tous les débris en surface. Et bon, ça, c'est pas négatif, mais après, ça sera du long terme, on va dire. Après, nous, ce qu'on voit beaucoup sur nos terres, c'est la réponse des terres à petit potentiel, où on a des super effets rendements, même si c'est pas des terres où on montera à 100 quintaux, mais nos petits potentiels de 70, maintenant ils font peut-être 80, avec des charges et des coûts qui sont très très limités. Donc on voit des choses en faible potentiel, alors qu'en bonne terre, par contre, là on est plus sur de la stagnation, parce que
Mais les bonnes terres, de toute façon, c'est toujours plus facile à travailler, hein, mais malgré tout, je pense que les bonnes terres, c'est plus du long terme, parce que les limons auront peut-être tendance à se tasser à long terme. Peut-être qu'on le verra plus tard. Mais en tout cas, là où on le voit très vite, c'est plus dans les petits potentiels. Ouais, mais bon, même si c'est de la stagnation dans les bonnes terres, eh ben, je dirais c'est quand même un gain parce que les coûts de travaux de semis et tout ça, ils nous coûtent moins cher que d'être en système traditionnel. Donc il y a un gain réel, de toute façon, ça c'est sûr. En charge, c'est sûr qu'on gagne. Après, on gagne aussi en rendement sur certaines terres. Alors que des fois, on peut dire, bon, bah, il y a des gens, ils se sont lancés en ACS, c'est vraiment pour aller chercher des charges, quitte à perdre 5 ou 10 quintaux, on va dire. Mais non, moi, je fais de l'agriculture pour être productif, et puis j'aime bien aller chercher un maximum du potentiel que peut faire une culture, peu importe la méthode, on va dire. Mais tout à l'heure, tu parlais des petites terres, et bah, moi je trouve qu'aujourd'hui, nos petites terres, on a des belles surprises bien souvent à la récolte. Hein. Nous, il y a des parcelles qui étaient vraiment très mauvaises avant, et là aujourd'hui, ça se nivelle un peu on plus, est on va dire. très content de ça. Et là, si vous parliez au Paul et au Frédéric d'il y a 4 ans, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Ah oui, bah moi je le ferais plus tôt, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé faire ça bien avant, mais peut-être que, je l'aurais fait il y a 10 ou 15 ans, c'était peut-être plus à risque parce qu'on avait moins de gens dans le milieu, et puis peut-être que les premiers justement qui sont partis dans ce système-là, bah, ils ont peut-être un peu essuyé les plâtres à notre place, quoi. Frédéric, tu disais que tu le referais plus tôt si c'était à refaire. Oui. Quels sont les risques finalement quand on se lance dans une transition comme ça ? De quoi on a peur et comment lever justement ces risques ? Je dirais que le risque, c'est l'investissement important dans les machines. Après, je dirais, moi, j'avais la chance d'avoir mon activité de terrassement. Ça fait que il y avait d'autres entrées que le côté agricole. Donc, ça fait que même les années difficiles, vu qu'il n'y avait pas que le revenu agricole, mon exploitation, elle s'en sortait pas trop mal. Et puis du coup, quand on a un peu moins peur d'investir, on a moins peur de se lancer. Puis on n'a jamais eu vraiment... on a toujours été fasciné de voir... au début, on regardait des vidéos où des gens qui se mettent dans des gros amas de végétation de couverts. Nous, on a toujours trouvé ça fantastique. Ouais, ça, c'est génial. Alors que certains agriculteurs, c'est le genre de truc, ça leur fait peur. Nous on trouve ça super quand il y a un beau paillage au sol et qu'on voit le blé traverser le paillage. Donc, on va dire l'aspect semis, ça nous a jamais vraiment inquiété. On s'est dit que la plante arriverait toujours à pousser tant qu'elle est mise dans la terre et en bonne condition. C'est vrai que ça ne nous a jamais fait trop peur. Non, on se met dans des couverts qui font 1 mètre, 1 mètre 30. Au contraire, c'est top. Du coup, pour lever les risques, c'est peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe, ce qui marche, et puis se rassurer en se formant autour de soi. Exactement, c'est aller voir autour, aller voir... parce que après, il y avait plein de gens qui se lançaient ou qui faisaient du semis direct, mais qui ne faisaient pas forcément le couvert. Après, on a vu vite que le couvert, c'était hyper important dans le système. Donc on a dit, le couvert c'est important, rotation, ensuite quel semoir, quel machin, la rotation, et puis ensuite on a été voir aussi les exploitations qui fonctionnent bien, on a pris ce qu'on trouvait bien dans une ferme, après on l'a adapté à nous pour que ça marche, et puis on va dire de toute façon faut se former quand on veut se lancer, encore plus si on a un petit peu peur. Mais faut aller voir en tout cas les fermes qui partagent pas mal, qui partagent aussi un peu leurs chiffres, parce que nous on a eu 2-3 échecs. Après c'est normal, hein, mais de toute façon même l'agriculteur qui est en conventionnel, il a 2-3 échecs de temps en temps. Donc je pense qu'il faut se former en tout cas et s'entourer dans des groupes comme l'Agro-Club chez Agora, où d'ailleurs on a plein d'agriculteurs. Il y en a, ils sont très avancés, d'autres ils regardent, mais ça se trouve ils se lanceront jamais parce qu'ils ont peut-être
ils ont peut-être encore besoin de se rassurer. Mais après, chacun va à son rythme. Le tout, c'est d'y arriver, quoi. Ouais, et puis bon, dans les gens qui sont dans l'agro-club, il peut y avoir, je dirais, quelqu'un de mon âge qui va se dire bon bah j'attends un peu, puis après il suffit qu'il y ait un jeune qui arrive ou quoi, et puis plus facilement il se lancera. Mais du coup avec les gens qu'on côtoie dans ces groupes-là, et bah on apprend de tout le monde, parce que il y en a qui du coup ils observent et ça fait un moment mais ils se lancent pas. Mais bon, après c'est normal, enfin faut qu'ils se rassurent. Mais il y en a d'autres, ils sont déjà partis, et les échanges font que, enfin, on trouve des nouveautés chez tout le monde, on trouve de quoi apprendre chez tout le monde. On a pas mal parlé de la transition en ACS. Là, je voulais aborder aussi une notion d'organisation du travail. Tu as mentionné le fait qu'il y avait ta femme qui travaille avec vous. Je voulais essayer de comprendre votre organisation. Est-ce que tout le monde fait tout? Est-ce que chacun a sa casquette? Comment ça marche? Je dirais au niveau de la conduite du matériel, tout le monde on a quand même chacun nos spécialités, mais on essaye en tout cas moi et Paul, parce que ma femme elle va pas sur les machines, ça c'est sûr, mais moi ça me gênerait pas, hein, mais c'est elle qui veut pas. Et du coup moi et Paul faut vraiment qu'on sache conduire toutes les machines, et c'est ce qu'on fait, même si on est un peu spécialisé quand même. Et après Paul, c'est le côté technicien. Moi, j'ai mon côté mécanique. Et puis ma femme, c'est plutôt la gestion. Et en plus, elle est comptable dans le web travail. Donc ça file un sacré coup de main. Et du coup, quand il y a le comptable qui vient, elle prévoit d'être à la maison. Et puis un peu Paul, un peu moi, parce que je dirais on a plusieurs structures. Donc Paul, il fait partie de l'ETA. Et puis dans la SEA, il y a moi et ma femme. Donc voilà, on a plusieurs casquettes, quoi. On travaille un petit peu en spécialiste, même si on va dire les projets, on voit ça tous ensemble, quoi. Pour un peu résumer, quoi. Oui. Finalement, Frédéric, tu sais t'entourer. Tu as pris un technicien de coopérative, une comptable, tout ça en interne. De la chance. Et j'aime bien poser cette question aux agriculteurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux être un bon gestionnaire ou un bon agronome pour gérer une exploitation? Moi, j'ai les deux, moi. Après, faut savoir compter, hein, quand même. Faut savoir compter, je pense qu'il faut être bon, en tout cas, de ce qu'on sait faire. Si on peut pas être bon aux deux, faut savoir déléguer un peu quand il y a des trucs, ça nous dépasse un petit peu, que ça soit le côté agro ou le côté gestion. Des fois, faut pas avoir peur de s'entourer. On a le droit de pas être bon partout, ou de pas avoir quelqu'un qui sache gérer chaque chose. Mais oui, après, malgré tout, on a des fermes avec des tailles de plus en plus importantes, donc ça devient des vraies petites entreprises. Donc malgré tout, le côté gestionnaire, il est important, mais il ne faut pas délaisser la technique, quoi. Et vous avez mentionné l'ETA, donc l'entreprise de travaux agricoles. Je voulais en parler parce qu'on voit de plus en plus d'organisations d'entreprises agricoles différentes. Et je voulais savoir si vous pouvez un peu nous prendre par la main de pourquoi la création de l'ETA, dans quel contexte? Oui, du coup, l'ETA, au début, on a créé l'ETA parce que pour des histoires de plus-value. C'était au moment où on avait changé de moissonneuse-batteuse. Et puis l'ETA, elle n'a pas été créée vraiment à ce moment-là, mais elle existait déjà pour les prestations de terrassement. Parce qu'à l'époque, j'étais en EARL et puis ça collait pas au niveau fiscal. Donc du coup, on avait créé l'ETA il y a un petit moment. Après l'ETA, on l'a fait grossir au moment où on a racheté la moissonneuse-batteuse. Et puis ensuite, l'ETA, quand on a eu la ferme en prestation, y a Paul qui est rentré dans l'ETA. Et puis là, la partie terrassement, elle s'est effacée gentiment, quoi. Et je voulais savoir par rapport à l'ETA, si on faisait un petit peu une prise de hauteur, on l'a dit, les fermes s'agrandissent. Vous, quel est votre regard? Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça, ces organisations un peu hybrides d'entreprises? Nous, on reste une ETA, mais on est une petite ETA, on va dire. On a fait l'ETA pour s'occuper d'une ferme à côté.
faire des semis chez quelques voisins, mais on n'a pas, comme projet de se développer parce que Bon, on n'a pas les capacités déjà. Pas les on capacités. On s'est spécialisé, on va dire, dans le semi-direct. Oui, donc ça convient pas forcément à tout le monde déjà. Donc faut savoir faut savoir vendre son système en plus de vendre son ETA. Parce que aller voir une ferme en prestation puis lui dire bah oui, mais nous on fait de cette manière-là. Bon, après il y a des fermes elles trouvent ça super, d'autres c'est même pas la peine. Mais c'est à la fois une force et une démarcation, on va dire, pour nous. Et après, c'est plus qu'on en a assez avec ce qu'on fait. Oui, puis on n'est qu'à 2,5, donc on a une apprentie aussi. Oui. On n'avait pas parlé. Mais du coup, ça fait que sur le terrain, on n'est que 2 personnes et demie pour 900 hectares. Ça... Mais ça, c'est possible parce que vous êtes en ACS. Complètement, ouais. Sinon, c'est sûr qu'on sera en système classique. Il faudrait 1 à 2 personnes de plus. Et l'ETA, c'est ce qui vous a donné l'opportunité d'acheter du plus gros matériel? Ou inversement, ça s'est fait dans quel sens? On a acheté le premier Smoir, c'était pas spécialement lié à l'ETA, même si on savait qu'on aurait, on va dire, un peu de prestation de semis. Mais malgré tout, la prestation de semis, elle a fait qu'augmenter, parce que il y avait de la demande. Hein. Après le deuxième semoir, on l'a le semoir à dents, du coup, hein, pour ceux qui suivent, les disques, les dents. Le deuxième, le semoir à dents, on l'a acheté quand on a réussi à obtenir cette prestation de service sur la ferme voisine. Donc ça c'était vraiment parce qu'il y a levé de la surface qu'on a pu se permettre un autre semoir. Et en plus de ça, on avait fait un semoir monograine entre deux. Oui, on avait fait un semoir monograine, mais d'occasion du coup. Oui, plus pour des questions de coût. Et pareil, parce que on va dire on avait des semoirs monograines, mais avant c'était les petits semoirs monograines qui rentrent pas forcément quand il n'y a pas eu un travail du sol lourd qui a été fait avant. Donc on avait besoin de semoirs avec une grosse pression, une force. De 350 kg par élément, donc c'est un vrai semoir de semi-direct en monograine. Donc entraîné aussi. Tous nos semoirs, ils sont entraînés. Donc, on va dire, malgré tout, l'ETA nous a permis quand même de développer notre matériel et nous permettra peut-être de le développer encore plus. Aujourd'hui, vous êtes arrivé du coup à une organisation et une taille qui vous va bien. Finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une taille qui vous permet de gérer tout de A à Z. C'est ça, et de le gérer bien et comme si c'était chez nous. Parce que même si on fait de la presta, on s'occupe des champs comme si c'était des nôtres et on a le suivi. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une ferme, nous, on est un petit peu plus évolué. On a une ferme maintenant ça fait 2-3 ans qui est en ACS où on voit aussi la progression. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et puis ça nous rassure dans nos choix, quoi. Et puis après, je dirais plus d'hectares par rapport au nombre de personnes qu'on est. Et par rapport aussi à la pulvée, ça collerait plus parce que là aujourd'hui on a un automoteur qui est capable de je dirais, on arrive à faire les bonnes pulvées au bon moment. Alors que je pense que s'il y avait plus d'hectares, là ça deviendrait compliqué. Après il faut vraiment une autre personne de plus avec un autre pulvé en plus. Ouais, et puis après nous on a la chance d'aller traiter tous les deux. On regarde, on traite souvent au bon moment. Quand on a des salariés sur des ETA, c'est pas forcément évident d'avoir des gens qui vont venir traiter à 5h du matin ou à 22h ou quand les bonnes conditions sont toutes rassemblées. Donc on va dire, nous on trouve qu'on a un bon compromis et qui nous convient bien, quoi. Peut-être quelque chose qui peut être bien de rappeler. Ici, vous avez quand même un parcellaire qui vous permet, avec 2 personnes et demie, de faire ce que vous faites. Oui, c'est un parcellaire très groupé. Hein. Ouais, il y a quand même des grosses parcelles, donc ça aide beaucoup dans le débit de chantier, hein, surtout pour la pulvée. Et donc, Paul, dans tes projets, tu l'as dit, tu as été technicien chez Agora, mais je voulais quand même avoir votre regard. Vous, aujourd'hui, quelle est votre relation avec vos coop ou négoces avec lesquels vous travaillez? Quel est votre regard par rapport à ça?
Nous, on fait 100% Agora, donc c'est pas compliqué. À vrai dire, moi, quand Paul il est devenu technicien Agora, même à la limite, avant même d'être technicien, quand tu travaillais là-bas, déjà, je me suis un peu plus tourné vers Agora, parce que le feeling, il passait bien. Et puis j'avais un peu moins envie de me prendre la tête. Le fait que mon fils qu'il travaille là-bas, ça m'a simplifié les choses. Aujourd'hui, pour les ventes, c'est beaucoup plus simple. Pour les achats de phyto, et moi je passais toutes mes fêtes de Noël à voir plusieurs personnes, à comparer, machin, et ça me prenait la tête. Après, le jour où Paul il était là-bas, je me posais plus trop de questions. Je laissais faire ça tranquille. Donc ça c'est vrai que c'est un côté où on se prend plus trop la tête avec ça. Enfin, moi en tout cas. Bah oui, il y a un peu cet aspect pratique, puis même aujourd'hui, on a plein de périodes où on s'ennuie pas, et il y a une certaine simplicité à travailler avec une seule coopérative en laquelle on a confiance. Bon, parce qu'en plus, moi, je connais Agora un peu de l'intérieur, donc bon, c'est d'autant plus... c'est plus sympa. Après, pour aussi l'aspect céréales, l'aspect prix moyen, que toi, je sais que tu vendais tous tes céréales avant en prix ferme, et là, il y a eu une évolution. On se rend compte qu'en fait, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on travaille un peu en spécialiste, et en fait, il y a des trucs, ça nous botte un peu moins, et c'est pas mal de les déléguer, en fait. Ouais, puis on a vu aussi qu'on n'était pas hyper doués, pour vendre nos céréales nous-mêmes. Des fois, le jeu, il en vaut pas forcément la chandelle, après, c'est comme ça, après chacun voit, mais nous, ça nous convient très bien. Oui, en effet, chacun son organisation. Et aujourd'hui, finalement, vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre quotidien ? Moi, c'est de travailler avec mon fils, je l'avais déjà dit, je crois, mais ça, c'est sûr. Après, moi, j'adore le semis direct. J'aime bien être semé dans mes couverts, plein de fleurs. Et puis après, gérer nos entreprises. Après, ce qu'on aime bien, c'est aussi avoir toujours un peu des projets, des évolutions. Là, c'était notre transition ces 5 dernières années. Peut-être que dans 5 ans, ça sera autre chose. On n'aime pas trop s'ennuyer, on n'aime pas rester cantonné à un système ou à quelque chose. Enfin, on veut essayer de toujours un petit peu progresser dans ce qu'on fait. C'est ça qui est sympa. On n'aime pas trop s'instaurer dans une sorte de routine. Ouais. Et puis maintenant, vu que j'ai un jeune, c'est encore plus facile pour se moderniser. Alors, on arrive à la fin de notre épisode et j'ai toujours mes petites questions que j'appelle signatures. La première question, c'est quels seraient les conseils de Paul et Frédéric à un jeune qui s'intéresse peut-être pour reprendre une exploitation, et peut-être plus particulièrement pour Frédéric aussi, un conseil à un papa qui prépare sa transmission. Le conseil à un papa qui prépare la suite, je dirais, c'est d'être le plus simple et le plus clair possible pour ses enfants, quoi. Surtout s'il y en a plusieurs, mais s'il y en a qu'un, c'est plus simple. Mais nous on a 2 enfants du coup, et on le prépare tout ça, mais oui, il faut être le plus simple et le plus clair possible, et puis qu'il n'y ait pas que chacun ait ce qu'il est en droit de recevoir, quoi. Qui est juste. Voilà, d'être juste, ouais. Et toi, Paul, peut-être un conseil pour quelqu'un qui s'installe prochainement ? Plus pour ceux qui débutent, je pense qu'il faut apprendre à bien maîtriser ses investissements, ses charges, les investissements dans le matériel. Les investissements, ils sont de plus en plus lourds. Faut peut-être des fois faire... si on veut investir, pas de problème, mais des fois, il faut faire les bons choix. Peut-être partir dans le local si ça permet de franchir le pas. Faut être hyper vigilant sur tous ces points-là. L'autre question, c'est quelle idée reçue aimeriez-vous lever sur l'agriculture ou le métier d'agriculteur ? C'est comme beaucoup d'agriculteurs qui vont dire, on a toujours... je dirais que l'agriculture a une mauvaise représentation médiatique, parce que quand on est filmé, c'est toujours les mêmes images qu'on voit à la télé. On voit jamais un tracteur qui sème, on voit jamais quelqu'un qui vient expliquer mais pourquoi vous semez, pourquoi vous faites ça. Pourtant, je pense qu'il y a plein de fermes qui sont prêts à communiquer sur leur métier,
et à montrer. Il y a plein de types d'agriculture maintenant, et je pense qu'on a une agriculture en France qui est de plus en plus vertueuse. Donc voilà. Après, je trouve qu'on a des mauvaises images qui sont mal médiatisées. Typiquement, on va jamais voir un agriculteur qui sème dans des champs de couvert. On va jamais voir, je sais pas, des tournesols en fleurs à la télé ou des. Enfin, c'est. Ouais, on va voir un pulvé. Oui, clairement. Et qu'est-ce qui vous rend fier dans votre métier ? Bah, c'est de pouvoir. C'est de pouvoir gérer nos champs et puis nos entreprises et puis de les faire évoluer mais à long terme. Puis de travailler en famille, c'est pas mal aussi. Vous avez mentionné les projets. Je crois que tous les deux, vous n'aimez pas vous ennuyer. Justement, je voulais savoir quels sont vos prochains projets. Déjà l'année prochaine, on va sûrement instaurer une nouvelle culture dans notre assolement. On va peut-être faire un petit peu de lin fibre sur les 2 exploitations qu'on s'occupe. Donc on va voir. Faut qu'on apprenne la culture, faut qu'on la maîtrise dans notre système. Donc on va voir comment on fait ça. On va découvrir et puis peut-être aller voir des gens qui en font déjà depuis un petit peu de temps. Mais je sais que ça se fait. Je suis pas plus inquiet. Ouais. Et puis après au niveau matériel, on voit pour potentiellement agrandir nos largeurs de semoirs parce que on a, c'est pas qu'on a des semoirs trop petits, mais on a des créneaux qui sont assez petits et des fois on se rend compte que par exemple après la moisson, malgré tout avec des semoirs de 6 mètres on est un petit peu short et on voit que les couverts qui ont été semés juste derrière la moissonneuse et ceux qui ont été semés 15 jours après, parce que des fois ça peut revenir à ça, par rapport à toute la surface de couvert qu'on a à semer, et on a des belles différences de biomasse qui vont du simple au double, voire au triple. Donc on se rend compte qu'il faut semer tôt. De toute façon, ceux qui connaissent un peu l'ACS, on le rabâche pas mal, ceux qui font des formations. Donc on se dit, demain peut-être avoir un semoir à dents plus conséquent pour semer les couverts, un peu plus vite, ce genre de choses. On a plein de pistes d'évolution de matériel. Ouais. Autre question, alors c'est une question qui vient d'Élise, la dernière personne que j'ai interviewée sur le podcast. Donc Élise Lequéré, responsable qualité chez nous, que je vous invite à écouter. Et elle vous a posé une question. La question c'était, est-ce que vous avez connaissance de ce qui se passe après la moisson au sein de la coopérative ? Est-ce que vous savez ce que fait la coopérative en termes de commercialisation, de valorisation de vos productions une fois qu'elles sont livrées au silo ? Du coup, nous, on stocke, mais pour l'autre ferme, on livre tout. Mais oui, on connaît une partie du truc. Je pense, c'est que, pour ma part, c'est que y a un côté triage, un côté surveillance, les insectes, sûrement qu'il faut qu'ils fassent attention à tout ça. Après, moi personnellement, je me dis ça part à Rouen ou ça part dans des moulins, mais j'en sais pas plus que ça. Paul, je pense qu'il en sait un peu plus, mais... Oui, après on sait un petit peu les débouchés, mais malgré tout, c'est vrai qu'on communique pas tant que ça sur le débouché du grain, le débouché final, on va dire, même si je sais que on n'est pas loin de Rouen chez nous, donc c'est assez simple, il n'y a pas 32 débouchés. Après, ce qui est toujours intéressant et ce qui est valorisant pour un agriculteur, c'est d'avoir des petits débouchés avec des petites filières, par exemple, parce qu'on sait où va notre production. Mais ça, c'est pas forcément le cas pour le blé, parce que c'est tout de suite des grosses productions. Et est-ce que peut-être vous avez une question pour notre prochaine invité du podcast ? Du coup, la question, ça pourrait être comment vous pensez que va se passer la moisson prochaine, 2025 ? Dernière question. C'est une question que je change à chaque invité. Et donc là, pour vous, ce serait, si vous étiez une pratique agricole, qu'est-ce que vous seriez ? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire ? Moi, j'aime beaucoup semer. Donc, semer dans les couverts, c'est le top. On sème 2 fois dans l'année, donc je sème encore plus. Donc, c'est impeccable. 2 fois plus de plaisir de semis. Voilà. Moi, j'aime bien tout faire. Après, je découvre le métier, ça fait 1 an. Donc,
Après les semis, j'aime bien. Le plus qu'un an quand même, parce que tu es déjà dedans. Non, après, le semis, j'aime bien. Les récoltes, j'adore la récolte parce que je trouve que c'est l'aboutissement d'une année de travail, on va dire. C'est ça que je trouve sympa. Et puis, il y a toujours un petit peu l'adrénaline de est-ce que... Bon, des fois, on entend malheureusement les récoltes, ils vont pas être bonnes, mais il y a quand même l'adrénaline où on se dit, ici, ça paraît pas mal quand même. Est-ce que c'est mieux ici? Est-ce que c'est mieux là? Parce qu'il y a des parcelles, des fois, on les a vues belles toute l'année. Même si l'année, elle n'est pas exceptionnelle, on se dit, ici, ça va être bien. Et il y a un peu cette adrénaline de la récolte qui est sympa. Une belle conclusion donc à l'approche de la moisson 2025. On croise les doigts pour cette moisson et merci beaucoup Paul, merci beaucoup Frédéric pour votre temps. Merci. Un grand merci à Paul et Frédéric pour cette conversation enrichissante. Alors on sent chez eux une vraie complicité, un dialogue fluide et surtout une volonté commune de rester en veille et à l'affût des évolutions et des opportunités pour continuer de faire progresser leur exploitation. Alors cet épisode nous rappelle que la transmission peut être un levier pour enclencher ou accélérer une évolution, à condition de dialoguer, d'expérimenter et de s'entourer. Et justement, pour continuer à rester informé et curieux, je vous rappelle que les estivales Agora auront lieu le 11 juin 2025 à Catenois, un rendez-vous incontournable pour nos adhérents, avec la visite des expérimentations et un moment privilégié pour échanger entre passionnés d'agriculture. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite dans Demain de Bottes.